Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après avoir marqué l'arrêt au stop, ce véhicule devra céder le passage au véhicule. Réponse A, venant de droite seulement. Réponse B, venant de gauche seulement. Réponse C, venant de droite et de gauche. Alors, lorsque tu marques l'arrêt et un stop, il faudra que tu cèdes le passage aux véhicules qui viennent de gauche et de droite. Par exemple, si tu veux tourner à gauche, il va falloir céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche, avec bien sûr toujours un contrôle gauche, et également aux véhicules qui viennent de droite, avec un contrôle droit. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, mais si on tourne à droite, on n'a pas à céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. C'est inutile. Eh ben si. Pourquoi? Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir, par exemple, un véhicule qui en dépasse un autre. Et donc, ce véhicule qui en dépasse un autre, tu devras également lui céder le passage. Donc, pour répondre à la question, ce véhicule devra céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 2. L'acuité visuelle binoculaire minimale requise pour la conduite est de 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est le test que tu passes chez l'ophtalmologue, où il te demande de lire des lettres de plus en plus petites. Donc, après ce test, il te donne ta note, c'est-à-dire ton acuité visuelle. L'acuité visuelle minimale requise est de 5 dixièmes pour les deux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans un œil tu as 2 dixièmes et sur l'autre tu as 8 dixièmes, alors tu as 5 dixièmes d'acuité visuelle. Et tu es apte à conduire. Sache que cette acuité visuelle, elle est calculée en prenant en compte le fait que tu as une correction ou non. Donc, elle est comptée avec le fait que tu portes des lunettes ou non. Alors, il y a une petite exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une petite exception. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un œil? Ça peut arriver, perdre un œil. Alors, si tu perds un œil, tu pourras avoir une dérogation au cas par cas si l'autre œil a au moins 5 dixièmes d'acuité visuelle. Par contre, si tu perds un œil et que l'autre œil, l'œil restant, a une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, alors c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Tu ne pourras plus jamais conduire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. La zone d'incertitude des enfants est la même que celle des adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors tout d'abord, on va juste définir ce que c'est qu'une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est totalement une zone euh, euh, dans laquelle est définie la probabilité de présence d'un usager. Donc, selon les usagers, la zone d'incertitude sera différente. Par exemple, vous voyez un chien en numéro 4. Bah, vous voyez qu'un chien, il aura une probabilité de présence très grande. Vous voyez, c'est un grand cercle. Alors qu'un individu âgé, hein, le numéro 2, il aura une probabilité de présence très faible. Hein, un petit ovale. Un enfant, au numéro 1, qui joue avec un ballon, il aura aussi une probabilité de présence, une zone d'incertitude très grande. Donc voilà. Bien sûr, les différents usagers auront une zone d'incertitude différente. En général, celle d'un enfant est largement plus grande que celle d'un adulte ou d'un individu âgé. La bonne réponse est donc la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 4. Avant de m'engager, je contrôle à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, je me retrouve dans une intersection où j'ai très peu de visibilité à gauche. Donc, lorsque je vais m'engager, je ferai mes contrôles à gauche au cas où, si par exemple, un usager vulnérable comme un vélo aurait lui-même grillé son feu. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Le bus risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, vous devez savoir que les bus ou les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que celui d'une voiture. Donc, lors d'un virage, ce genre de véhicule risque d'empiéter sur votre voie. Donc, ici, est-ce que le bus risque d'empiéter sur ma voie? Bah oui, on le voit bien. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Je peux effectuer un arrêt juste devant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que le stationnement et l'arrêt sur un passage piéton est interdit
Et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, donc une amende de 135 €. Alors tu vas me dire, bah oui, mais là la question c'est juste devant le passage piéton. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te gares 5 mètres en amont d'un passage piéton, c'est considéré comme un arrêt ou un stationnement sur un passage piéton. Alors, il faut aussi savoir que si tu n'es pas présent lors de la constatation de l'infraction, ton véhicule peut aussi être amené en fourrière, donc être immobilisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. La consommation d'alcool entraîne. Réponse A, une augmentation du champ visuel. Réponse B, une diminution de l'acuité visuelle. Réponse C, une vision floue. Alors, la consommation d'alcool, mais également de psychotropes, hein, mais là on va parler de la consommation d'alcool, va avoir plusieurs effets sur la vision. Alors, ça va avoir quoi comme effet sur la vision? Déjà sur le champ visuel. Ça va diminuer le champ visuel. Autre chose, ça va diminuer l'acuité visuelle. Alors attention, on n'a pas le temps, j'aurai pas le temps ici de vous apprendre ce que c'est qu'un champ visuel et une acuité visuelle, mais sachez que vous devez le savoir avant de passer votre code. Ce sont des notions très importantes, donc pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous dans l'information. Et également, qu'est-ce que ça va entraîner la consommation d'alcool? Ça va entraîner ce qu'on appelle une diplopie, c'est-à-dire que vous allez voir flou. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 8. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Hein, et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, je circule, la signalisation indique un passage à niveau avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 9.
La prochaine aire d'autoroute est équipée d'une station essence. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un hôtel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme le montre le panneau, tu auras deux choses dans cette aire d'autoroute. Tout d'abord, une station essence ou poste de distribution de carburant et également un débit de boissons. Par contre, il n'y aura pas d'hôtel parce que le panneau d'indication de service qui t'indique qu'il y a un hôtel, c'est celui-ci. Donc ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 10. Je peux m'arrêter sur cet emplacement. Réponse A, pour charger mon véhicule. Réponse B, pour faire monter un ami. Réponse C, si je suis une personne à mobilité réduite. Alors, ce panneau, comme vous pouvez le voir, c'est un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt. Alors, il est accompagné d'un petit panonceau où il est marqué GIG, GIC. Alors, ça veut dire Grand Invalide de Guerre pour GIG, et GIC, ça veut dire Grand Invalide Civil. Donc, pour résumer, vous avez le droit de vous garer à cet emplacement et de vous arrêter seulement si vous êtes titulaire de la carte CMI. Bon, ça c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc ici, je peux m'arrêter sur cet emplacement si je suis une personne à mobilité réduite. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 11. Ce dispositif permet de vous aider à passer les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est un dispositif nouveau qui d'aide à la conduite, qui ici vous aide tout simplement à passer les vitesses. Là, par exemple, l'ordinateur vous conseille de passer la vitesse numéro 6. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je suis sur autoroute. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a un camion orange. Alors, ce camion orange, c'est un camion que tu vas voir souvent quand tu vas avoir ton permis de conduire. C'est donc les camions de la DIR. Donc la DIR, c'est la direction interdépartementale des routes. Donc c'est l'entreprise qui s'occupe donc de l'entretien et de la maintenance des routes. Donc ici, effectivement, c'est un camion qui est en activité, qui a allumé ses gyrophares. Vous voyez, il y a marqué patrouille. Donc, on va ralentir. Là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 98 km/h, soit 30 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, on peut dire qu'on a ici une allure adaptée à la situation. Donc là, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 13. Au prochain carrefour, je peux aller A. à droite, B. tout droit, C. à gauche.
Alors ici, si vous voyez bien, on a un panneau donc d'indication donc qui nous indique les voies qu'on pourra rencontrer sur le prochain carrefour. Donc si vous voyez bien, donc on a une flèche à droite qui nous dit qu'on pourra aller à droite. On a une flèche qui va tout droit, donc qui nous dit qu'on pourra aller tout droit. Et à gauche, on a un sens interdit. Donc on ne pourra pas aller à gauche. Donc sur ce rond-point, je pourrais aller A à droite, B tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 14. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici la signalisation montre donc un panneau d'interdiction de vitesse maximale, ici 50 km/h, qui est accompagné d'un panonceau. Donc d'un panonceau affichant une motocyclette, attention, et non pas un cyclomoteur, une motocyclette, avec indiqué en interfile. Donc, les panonceaux, comme vous le savez, sont là pour préciser les panneaux. C'est une précision. Donc, que nous dit cette signalisation? Elle nous dit que les motos en interfile ne doivent pas dépasser 50 km/h. Ils ont le droit d'être en interfile, mais ils ne peuvent pas dépasser en interfile la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Voilà. Ce panneau, enfin le panneau de limitation de vitesse, ne concerne pas les autres usagers de la route. Ici, en tout cas, les véhicules à moteur. Donc, il ne concerne pas les voitures et les camions et même les motos. Ce panneau concerne seulement ce qui est indiqué dans le panonceau, c'est-à-dire les motocyclettes en interfile. Voilà. Donc, la vitesse maximale autorisée n'est pas de 50 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. Je reste sur cette voie pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien sur la voie dans laquelle on est. On a un marquage au sol. C'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale. Donc, ce marquage au sol est matérialisé par une flèche qui va à gauche. Donc, effectivement, ici, si je reste sur cette voie,
À la prochaine intersection, je tournerai à gauche. Donc, je suis très bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. La vitesse maximale d'un poids lourd est de réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Donc effectivement, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Le camion roule à faible allure. Réponse A, je le dépasse par la droite. Réponse B, je ralentis. Alors, on a devant nous un camion sur la voie de gauche qui roule à faible allure. Alors, on pourrait tenter d'accélérer tout droit pour le dépasser. Seulement, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de dépasser par la droite. Donc, ici, je dois ralentir en attendant que lui-même se mette dans la voie de droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers réponse A, à gauche, réponse B, à droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Je pars pour un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me fixe une heure d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, encore une fois, une question qui est souvent posée lors des examens du code de la route. Alors, écoutez bien. Lors d'un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire et ne jamais se fixer d'heure d'arrivée. Il ne faut pas se fixer d'heure d'arrivée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça va créer de l'anxiété, de l'énervement qui vont accroître les effets de fatigue et donc augmenter les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 21. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A.
Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 22. Le facteur fatigue est la cause de... Réponse A, un tiers des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2 tiers des accidents mortels sur autoroute. Alors ça, ce sont les chiffres, hein, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 23. La quantité d'alcool dans un verre standard est de... Réponse A, 20 grammes. Réponse B, 10 grammes. Un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par... Réponse C, 2. Réponse D, 10. Alors tout d'abord, c'est quoi un verre standard? Un verre standard, c'est l'unité de mesure de l'alcool éthylique dans les débits de boissons, c'est-à-dire dans les restaurants, les bars, les tabacs, les PMU. À savoir qu'en fait, que ce soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de digestif, un verre de whisky, peu importe le volume du verre, à l'intérieur, il y aura toujours la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 24. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, hein, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 25. Un siège enfant homologué doit être adapté à son âge, oui réponse A, non réponse B, à sa morphologie, oui réponse C, non réponse D.
Alors, les sièges auto doivent effectivement être adaptés à l'âge de l'enfant et à sa morphologie. Alors, la dernière homologation sur les sièges auto, qui est la R44, préconise 3 types de sièges. Oui, vous avez tout d'abord donc le siège à coque pour les enfants mesurant jusqu'à 83 cm. Ensuite, vous avez les sièges baquets pour les enfants ayant une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et ensuite, pour les enfants de plus d'1 mètre et qui ont moins de 10 ans, le fameux siège avec dossier. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. J'actionne les clignotants. Réponse A, au moment où je tourne. Réponse B, avant de tourner. Si j'oublie mes clignotants, je risque, réponse C, un retrait de 3 points. Réponse D, une contravention de 4e classe. Alors, dans le cas d'un changement de direction, j'actionne mes clignotants, bien sûr, avant de tourner, afin de prévenir les usagers qu'il y a derrière moi. Si j'oublie mes clignotants, qu'est-ce que je risque ? Oublier ces clignotants lors d'un changement de direction, c'est une contravention de 2e classe, avec un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 27. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A, non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, n'oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue ? Alors, tout dépend de 2 choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente ? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà.
Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire ni à manger, quoi qu'il arrive, hein, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 28. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. Je passe avant le véhicule à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors regarde bien, on va remettre la vidéo, voyez, depuis le début, et regardez. Là, juste derrière le camion, regardez ce qu'il y aura. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un panneau de priorité à droite à la prochaine intersection. C'est-à-dire qu'à la prochaine intersection, je devrais laisser la priorité aux véhicules venant de droite. Donc, ici, je n'ai pas la priorité. Je vais devoir céder la priorité, je passerai après le véhicule. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur. Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, hein.
de cours basiques. Ça, c'est le pictogramme de plaquette de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Je circule. Réponse A, sur route. Réponse B, sur autoroute. Réponse C, plus vite que le poids lourd. Alors, très bonne question. Comment ici savoir qu'on circule sur route ou autoroute? C'est très simple. Devant nous, on a ce qu'on appelle une borne kilométrique. Donc, cette borne kilométrique, elle est là pour vous dire, sur quelle route vous roulez. Ici, par exemple, A. Donc, pour autoroute. À côté, même si on ne le voit pas, le numéro de l'autoroute. Et en dessous, le point kilométrique. Parfois même, vous voyez, regardez cette borne kilométrique, et même marqué votre attitude. Donc, ici, cette borne kilométrique nous indique qu'on roule bien sur autoroute. Ensuite, est-ce qu'on roule plus vite ou moins vite que le camion, que le poids lourd? Là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 128 km/h. Or, un poids lourd sur autoroute doit avoir une vitesse maximum réglementaire de 90 km/h. Donc, ici, on roule, quoi qu'il arrive, on roule plus vite que le poids lourd. Donc, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 32. Dans cette rue, le stationnement s'effectue toujours du même côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toujours dans le sens de circulation, sauf les jours pairs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau t'indique qu'il est interdit de stationner du côté où le panneau est implanté du 16 au 31 du mois. Par contre, que l'on soit un jour pair ou impair, le stationnement s'effectue toujours dans le sens de circulation. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique.
Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le pictogramme de niveau 3 indique, réponse A, de rouler avec précaution. Réponse B, de demander l'avis d'un pharmacien. Le pictogramme de niveau 1 indique, réponse C, d'être vigilant. Réponse D, de ne pas conduire sans lire la notice. Alors là, encore une fois, une question de cours. C'est soit vous savez pas. Alors, donc vous savez que ces pictogrammes sont les pictogrammes qu'il y a sur les médicaments. Donc le pictogramme de niveau 3 vous informe que pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis d'un médecin et non pas d'un pharmacien. Concernant le pictogramme de niveau 1, il vous indique de ne pas conduire sans avoir lu la notice. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 34. Cette signalisation indique, réponse A, une ZFE. Réponse B, une zone interdite à tous les véhicules. Réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques. Réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau ? Sauf catégorie. Et puis bon là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau ? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation ? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission.
savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 35. Ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue un délit. Oui, réponse A, non, réponse B. Est sanctionné par réponse C, un retrait de 4 points, réponse B, une amende de 135 €. Alors, ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue une contravention de classe 4 qui est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 36. Ce panneau indique A, une bande cyclable, B, une piste cyclable, C, un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C, un débouché de vélo. Question numéro 37. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier, qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées. Par exemple ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques ? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule déjà il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Question numéro 38. Je suis contrôlé positif au cannabis. J'encours. Réponse A, 2 ans de prison. Réponse B, 5 ans de prison. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, une suspension de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la plateforme pédagogique, si vous êtes contrôlé positif au cannabis, alors c'est ce qu'on appelle un délit de stupéfiant, et vous encourez bien sûr 6 points de retrait, donc une grosse amende de 4 500 €, vous risquez maximum 2 ans de prison, une suspension de permis, l'obligation de réaliser un stage, et également la rétention immédiate du permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A,
C et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres, réponse B, 50 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par
Réponse A, 2. Réponse B, 10. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.